Alors, une fois posé à cet état des lieux très complet de la situation, reste à savoir si la trajectoire est déjà tracée, si oui, vers quelle Europe se dirige-t-on, ou si au contraire tout reste encore possible. Cette table ronde pose deux questions pour l'Europe. Comment croître et comment durer? Autrement dit, comment renouer à court terme avec la croissance, mais aussi comment s'organiser pour faire naître ensemble de nouvelles opportunités à l'avenir et éviter un déclin ou un décrochage que d'aucuns nous promettent comme irrémédiable. Peut-être un mot de François Hesbourg. D'abord, Wolfgang Schäuble a dit il y a environ un mois que le pire de la croissance était désormais derrière nous, quand on connaît le peu de goût du ministre allemand des Finances pour l'optimisme immodéré. S'il le dit, d'après vous, est-ce qu'on peut le croire? Est-ce que l'Europe a bien passé le pire de la crise, ou bien est-ce simplement pour rassurer les peuples? Écoutez, j'ai entendu ce que disait M. Schäuble. J'ai aussi lu les derniers travaux de M. Blanchard. Et là, je me tourne vers ceux dont le métier d'être économiste. Et j'ai cru comprendre que le multiplicateur employé par le FMI était passé de 0,5 à quelque chose entre 0,9 et 1,5. Ce qui veut dire en clair, si on prend au sérieux les travaux de M. Blanchard, moi je ne suis pas qualifié là-dessus, mais si on les prend au sérieux, ça voudrait dire que les prévisions de croissance, ou de décroissance, pour 2013, s'agissant de l'Espagne, de la France, de l'Italie, serait encore plus mauvaise que ce qui a été prévu. Et j'ai noté d'ailleurs que notre ami Nouriel Roubini a évoqué pour 2013 l'hypothèse d'une légère récession en France. Il a été très précis là-dessus, ce qui serait tout à fait en conformité avec l'application d'un multiplicateur. Donc en s'en tenant aux simples aspects économiques, quelque part, j'ai peut-être plus confiance, peut-être que j'ai tort, plus confiance dans M. Blanchard que dans l'homme politique qu'est M. Schäuble. Je voudrais quand même, par rapport au tableau très sombre, et malheureusement, je le crains, très réaliste, qui viennent de nous être présentés par les deux orateurs précédents, nous avons quand même une bonne nouvelle. Il n'y en a pas beaucoup. Et on a une bonne nouvelle, c'est que pour le moment, la démocratie n'a disparu dans aucun État membre de l'Union européenne. Non, ça se discute. Ça se discute. En Italie, on a quand même eu un gouvernement technocratique, certes par des voies démocratiques, mais quand même à la limite. La mise sous tutelle de l'Irlande est aussi limite. Mais enfin, la démocratie, telle qu'on comprend généralement ce mot, a été préservée dans tous les États membres. Et, bonne nouvelle de la bonne nouvelle, le populisme, dont beaucoup d'observateurs ont dit qu'il allait croître et exploser, en fait, est resté étonnamment modéré. Et on le trouve d'ailleurs plutôt dans les États du cœur que dans les États de la périphérie. C'est peut-être en Finlande que la montée du populisme a été la plus importante, avec les Finlandais authentiques. Mais en Espagne, en France, et je touche du bois pour l'instant encore en Italie, la montée tant annoncée du populisme n'a pas encore eu lieu. Autrement dit, si l'on trouve une autre façon d'approcher les problèmes économiques et budgétaires de l'heure que le remède quelque peu fantastique qui nous a été présenté par Patrick Artus. Je veux dire, c'est jusqu'à présent le mot F, the F-word, pouvait avoir plusieurs sens. Dans le contexte européen, en général, on disait le F-word, c'est federalism. Mais il y a un nouveau sens qui est F comme failure. Ce qui nous a été montré, ce sont les routes de l'échec. Mais politiquement, on a encore les soubassements qui permettent, le cas échéant, de mettre en œuvre des politiques peut-être un peu moins sottes que celles qui nous ont été présentées. Et pour quelqu'un qui suit beaucoup les affaires de défense, je n'ai pu que confirmer, ce n'est pas le plomb qui tue, c'est la vitesse de la balle, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Keith Jukes, for all the talk about the policies followed by European countries, it's true that sovereign spreads have actually tightened in the past few months. Why is that? And how do you see this trend shaping up in the near future? Pour répondre un peu, c'est la première chose qu'il ne faut pas oublier. Pourquoi se fatiguer? C'est plus simple.
On fait dans les deux. Il faut se rappeler que le marché financier, ça n'est pas la même chose que le vrai monde. À la City, à Londres, on s'en rend compte, c'est comme le ski, on n'est pas dans l'environnement normal. Et les marchés financiers, on peut les stabiliser, on peut se dire que l'euro, il est sauvé, mais on n'a pas résolu tous les autres problèmes. Alors, M. Draghi nous a promis que tel ou tel pays qui veut qu'on leur achète leurs obligations, il le fera. Personne n'a demandé, mais le marché ne peut plus être short les obligations espagnoles ou italiennes. Et donc, les spreads sont redescendus. Et pour un investisseur global, pour qui on lui donne le choix de recevoir 25 points de base dans un 2 ans américain, ou peut-être 8% en Kazakhstan, ou je ne sais pas où, peut-être le choix de 5% en Espagne, c'est pas tellement mauvais que ça. Certainement, s'il a un index à battre, il est forcé à revenir. Les seuls rendements qu'on peut avoir dans un fonds souverain d'investissement, ce sont dans la périphérie en Europe. Donc, on peut continuer. La réponse sur la continuation, c'est on va continuer jusqu'au moment où soit quelqu'un demande de l'aide à la BCE. Donc, quand on a de l'OMT, on aura le point bas, probablement le point le plus haut pour la devise et le point le plus bas pour les spreads périphériques. Donc, mettons ça aux environs de Pâques, peut-être, je ne sais pas, un peu plus bas d'ici. Le problème, Patrick Artus en a parlé un peu, c'est que là, on est à 5% en Espagne en rendement 10 ans, un peu au-dessus, une croissance nominale de presque 0. Donc, emprunter à 5 pour investir à 0, ça ne marche pas tellement bien. Les États-Unis, par contre, ils ont une croissance de 4,5%. Ils peuvent emprunter pendant 10 ans à 2%, ça marche beaucoup plus. Alors, logiquement, les États-Unis n'ont beaucoup de raisons pour ne pas avoir de problème avec leur falaise fiscale ou leur endettement. Mais les Espagnols n'ont pas le choix. On aura un problème plus tard dans l'année que le fait qu'on stabilise le 10 ans espagnol à 4, 4,5, 5, 5,5% ne résout malheureusement très peu. C'est un signe, néanmoins, d'après vous, que les économies vont moins mal qu'on le pensait? Non, c'est un signe que la crise de l'euro n'est plus une crise de la survie de l'euro et est devenue une crise de la manque de croissance et la manque de compétitivité de l'Europe. Donc, crise différente. Je vous voyais... Oh, do you want to do it in English or French? Je serais plus précis en anglais, Okay. mais on peut poser la question. So I just saw you nodding after what Keith just said. Countries from continental Europe, such as Spain, Italy, or France, to a lesser extent, are currently experiencing austerity measures not too different from those implemented in Ireland and also in Britain when the Conservatives came to power at the height of the financial crisis. Based on the lessons to take away from the British experience, would you say that a return to growth is possible in this context in the short term and possibly as early as this year? I would be a very bold person if I predicted a return to growth this year. After everything we've heard this morning, this has been one of the most depressing mornings I think I've had in a long time, actually. I mean, one suspects that things are going to be tough in Europe this year, and certainly I was coming, as I thought about this panel, what would be my bottom line comment would be that I would share the comments just made right now. The euro will survive, but Europe is in a real mess this year. We're in a particularly tough period. I'm not going to go over all of the figures and all of the reasons that have been given so far. Let me just add 2 dimensions on the negative, which is why I'm worried about growth returning this year, and then a couple on the positive. Somebody has to say something positive. Which is on the negative. I think François touched a little bit on the political side, but this is a very difficult year politically. So precisely at the moment where government should be really engaging with the kind of reforms that have been talked about for the last number of years, we have obviously elections in Italy, where I think we're not going to get that kind of Monti solution. Even Mario Monti is having to adjust his own positions in order to stand a chance to be re-elected. I'm reading in the papers today, Mariano Rajoy, who's not particularly popular as it is facing a serious problem with the credibility of the Partido Popular as a result of some funding scandals. Angela Merkel has just had a nasty shock in Lower Saxony. Although she's incredibly popular, and I think it would be unwise to say that she's unlikely to win the election, we'll see at the end of the year. What she tends to do
when it looks like the left are popular, she turns more to the right. She needs to reinforce her position within the CDU. And that means be more skeptical about sharing at the European level. So just as I run through the kind of picture this year politically, I find myself worried that governments are going to be able to focus. France and Germany, as has been mentioned here, and François has written very eloquently about it, remain a very divergent couple in their approaches. So I think the political context in which one might hope there would be some stability to push through in a logical way for growth this year, I'm not convinced is going to be there. On the other hand, is it possible to use this year not as a wasted year, but a year that could promise growth in 2014 or 15? To me, that is the critical question. Are we going to be stuck, around 110, 112 in ease of doing business? Or is this the year where the structural reforms start to take place? To me, as much as competitiveness in the manufacturing side obviously is important and maybe important to many people here, the service sector is where growth needs to happen, whether it be in employment or any other type of aspect of activity. Mario Monti, before he went into government, did the report for Barroso. 70% of the EU economy is the service sector. 20% of the service sector is open within the single market. We have a situation where countries from France to Italy to Spain have closed sectors where they should be able to drive employment and drive growth. The UK, okay, the economy might be in a fairly bad situation. We still have unemployment, though, it's 7.5% right now. That is a relatively positive position to be in, partly because our service sector is that much more open. Sweden, I've heard Anders Borg talk about this, has really driven growth now, partly because of the service sector reform they undertook some 10 years ago and have pushed through over the last 4 or 5 years, even through the period of the crisis. So whether it be in transport, insurance, retail, law, pharmacies, I know this isn't a popular message often politically in France, but the focusing on structural reforms, not just on ease of doing business, but opening up sectors that can create employment while we try to readjust the manufacturing element, to me is going to be critical for the future. Thank you. Patrick Artus, je vais vous faire réagir justement à ce que vient de dire Robin Neblett sur les services. On pense évidemment à ce qu'avait mentionné à l'époque la commission Attali. Vous, dans votre présentation, vous avez évoqué aussi l'importance de l'industrie. On peut se poser la question de savoir si la France, l'Italie et l'Espagne ont les moyens de combler ce retard industriel avec les pays d'Europe du Nord. Dans quelle mesure c'est également un point important, ou si simplement le seul espoir, c'est de pouvoir vivre à terme des transferts intra-européens. Oui, je crois qu'il y a deux questions importantes dans ce que vous dites, et je pense que Louis Gallois, tout à l'heure aussi, touchera ce sujet. Il y a deux objectifs extrêmement différents. Il y a un objectif d'emploi et de croissance, qui vient d'être évoqué par Robin, qui se passe dans les services. Ce n'est pas l'industrie qui va refabriquer le plein emploi, dans aucun de ces pays. Et donc, si on a un objectif de retour au plein emploi, on sait que le chômage, c'est un chômage plutôt de jeunes, plutôt mal qualifiés. C'est évidemment les emplois de service qui refabriqueront le plein emploi. L'industrie, c'est un autre objectif. C'est un objectif de sophistication de l'économie. On veut des économies qui montent en gamme, mais pas qui descendent en gamme. Et on veut aussi équilibrer les comptes extérieurs sans avoir à utiliser la dépression de la demande intérieure. Alors après, la question que vous posez, c'est une question très centrale, qui est, à l'intérieur de la zone euro, il y a certains pays, disons ça simplement, qui ne sont pas doués pour avoir de l'industrie. Quels que soient les efforts qu'on fait, on ne va pas vraiment réindustrialiser la Grèce ou le Portugal. On peut faire un peu, mais on ne fera pas beaucoup. Vous avez envie de fabriquer des voitures à Athènes, enfin il n'y a pas grand monde qui a envie de fabriquer des voitures à Athènes. Après ça, elles traversent les Balkans, elles sont volées, donc c'est pas très pratique. Et donc pour ces pays, il va falloir... il y a le choix entre deux stratégies. C'est une stratégie coopérative, où on va les aider à garder des niveaux de vie suffisants, et une stratégie non coopérative, où ils vont devenir extrêmement pauvres, où il y aura une grosse émigration, les jeunes qualifiés travailleront ailleurs, ce qu'on peut appeler l'ajustement de marché. Aujourd'hui, on est dans l'ajustement de marché. Et puis, il y a la France, qui a un cas très particulier, parce que la France est plus désindustrialisée que l'Espagne, et elle ne devrait pas, puisque c'est l'avantage comparatif, normalement, devrait en faire un grand pays industriel. Donc il y a ce cas très bizarre de la France qui doit se réindustrialiser. Là, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas.
Et donc c'est toute la question pour Louis Gallois à midi, c'est-à-dire comment on fait pour réindustrialiser un pays qui devrait l'être. On attend donc ces réponses. Javier, is the decline irreversible for the manufacturing sector in Southern Europe, or has austerity led to significant improvements in terms of competitiveness that can already be felt? And my other question would be, I think everyone is probably thinking about it, will Spain trigger OMT? Of course, if I knew the answer to your second question, I would probably not be sitting here. I would be rich now, or I would be on the way to becoming rich. So maybe you can answer another question. What would be the conditions attached to a possible IMF Troika intervention in Spain? Okay. That's another question. Let me ask the first one first. Yeah, I think there is certainly in Spain there is some prices and wages have been going down in the last few months, maybe in the last year, and again there is that means there is some relocation back into Spain. We're seeing a very brisk growth in exports, and chances are that that's going to be the situation in the future. Remember that Ireland has the best growth prospect for 2013 according to IMF. It's posted at 3.2%, and basically what they have done is they have done this very severe, strong internal devaluation by cutting wages and prices. So there is some hope for that. Of course, the question is, what are the social costs of this type of nominal devaluations? I don't think Spain will the way I see it today, I don't think, and unfortunately, I don't think Spain will trigger the OMTs. That, of course, is another barrier to growth because of the crowding out of the financing of the private sector by the public sector. So OMTs in Spain would mean that the public sector would be financed directly by ECB and would force the Spanish banking system to do true banking, which means make loans to small and middle-sized firms. The conditionality. Clearly, Spain has a serious problem with pensions that remains to be addressed in some serious form, and it certainly has extra room for fiscal consolidation. We need to solve our regional financing problem. And this is part of the Catalan issue, but it's more specifically dysfunctional financing of Spanish regions. More can be done there, and again, I'm pretty sure there will be another twist of the screw on Spanish labor market regulation, firing costs, maybe unemployment compensation. François Heisbourg, justement, Javier évoquait à l'instant la question des régions en Espagne. On sait qu'elle est cruciale. On observe également des revendications indépendantistes. Elles existent, on le sait, depuis longtemps. Elles s'expriment sans doute de manière plus forte ces derniers temps. C'est d'après vous également un effet de la crise. Est-ce que ça peut poser un risque politique, de nature politique au sein même de l'Europe? Et plus généralement, craignez-vous un risque de rejet par les peuples du processus d'intégration et des conditionnalités posées aux différentes aides? Et évidemment, quand on parle de l'Espagne et de l'OMT, on se pose évidemment la question des conditionnalités, de l'acceptation possible par les peuples. D'abord, une première observation, et la crise économique a des effets contraires à celle, mettons, d'une guerre sur la façon dont les peuples réagissent. La crise divise, elle n'unit pas. Et ce qu'il disait Patrick Artus sur l'hétérogénéité des pays de l'euro au plan économique, ça se retrouve aussi dans leur comportement, dans leur ressenti face à la crise et donc dans leur comportement politique. Et si vous regardez les sondages d'opinion sur le ressenti de la crise, en Allemagne, la crise n'est pas ressentie. La crise, c'est les autres. La crise, c'est les emmerdements que valent à l'Allemagne le manque de vertu des pays de la périphérie. Ce n'est pas quelque chose qui se passe en Allemagne. Inutile de dire que vous n'allez pas réagir de la même façon que les lecteurs italiens ou les lecteurs français ou que sais-je. Deuxième observation, je ne sais pas si je suis micro, avec apparemment. Avec ce micro. Ah oui, ça a l'air de marcher. Pardon, excusez-moi. Merci. Deuxième observation. En admettant un instant
que le fédéralisme ou les mesures fédéralisantes, qu'elles soient sournoises, Patrick emploie le mot de discret, c'est gentil comme mot, hein, sournoise, furtive, admettons un instant que ça marche. Et vous avez un ricochet immédiat, c'est la montée de l'europhobie au Royaume-Uni. Je ne sais pas s'il y aura un British exit ou pas. Dans les circonstances actuelles, je parierais plutôt que non. Les Britanniques sont des gens qui n'aiment pas trop les aventures et sortir de l'Union européenne serait une aventure. Mais il est vrai que l'europhobie, c'est plus de l'euroscepticisme, non seulement dans la population mais dans les élites, a cru de façon phénoménale au cours de la dernière année. Je vais assez souvent à Londres, comme beaucoup d'entre vous, et je me le prends en pleine figure à chaque fois. Et s'il devait y avoir des mesures fédéralisantes plus poussées dans l'Union européenne ou dans la zone euro, le risque que le Royaume-Uni sorte serait d'autant plus élevé. Autrement dit, une réaction d'un électorat qu'est l'électorat britannique. Je vois très mal le Premier ministre britannique, M. Cameron, et le cas échéant son concurrent Ed Miliband, ne pas promettre un référendum sur l'Union européenne dans la foulée des élections générales. Et troisième observation, 2013, c'est l'année de la récession de la zone euro. On est en plein double dip. Toutes les prévisions le montrent. Enfin, c'est plus des prévisions d'ailleurs, puisque à l'échelle de la zone euro, on est en récession aujourd'hui. Je ne sais pas ce que sera la patience des électorats qui sont soumis à cette purge et dont les vertus curatives ne sautent pas aux yeux des électeurs. J'allais dire, là, je reprends l'image de la guerre, les gens acceptent les missions difficiles, dangereuses, s'ils estiment qu'elles peuvent être réalisées. Rien dans ce que j'ai vu, par exemple, sur les courbes espagnoles et italiennes qui nous ont été présentées tout à l'heure, ne donne l'impression d'une réussite. De noter qu'en 2017, ces pays n'auraient toujours pas récupéré le niveau du PIB de 2008. Je ne pense pas que l'électeur va supporter ça très longtemps. Autrement dit, le moment, la fenêtre pour faire des mesures fédéralistes vigoureuses, assumées, je pense, va se fermer très vite, tout simplement parce que la situation politique aura profondément changé. Dans une Italie dans laquelle Berlusconi a repris du poil de la bête, une Espagne qui a les problèmes qui viennent d'être évoqués. Et enfin, les élections allemandes. On va être sauvé par les élections allemandes. Madame Merkel va pouvoir enfin commencer à desserrer un peu les freins. Et on va pouvoir être un peu moins rigoriste qu'on ne l'a été jusqu'à présent. Je ne sais pas si elle va gagner ou perdre les élections, je ne m'hasarderai pas à ce type de prévision, mais admettons un instant qu'elle les gagne. L'Allemagne est une vraie démocratie, avec des réflexes et des habitudes qui sont aujourd'hui peut-être encore plus démocratiques que dans les autres démocraties de l'Union européenne. Faire une politique contraire à celle qui a été présentée dans le débat public avant les élections, dans un système de coalition et dans une démocratie comme la démocratie allemande, c'est extraordinairement difficile et politiquement mortifère. Celui qui a essayé ça la dernière fois, c'était Gerhard Schröder. Il savait qu'il allait perdre les élections s'il faisait les réformes qu'il n'avait pas promises pendant la campagne électorale. Il a fait les réformes et les SPD a perdu naturellement les élections. Alors, hélas, la fenêtre de tir politique, je crains qu'elle ne soit étroite et à moins que des mesures qui donnent quelque espoir de croissance à relativement brève échéance, à moins que de telles mesures ne soient mises en place, annoncées aux populations dans le courant de 2013, je crains que la fenêtre d'action politique, elle, va se resserrer beaucoup plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ma bonne nouvelle de tout à l'heure n'est pas une nouvelle qui va durer très longtemps en l'absence de mesures nouvelles. Alors je vais faire réagir dans un instant mes voisins britanniques. Est-ce que vous avez
que vous avez prédit sur ce qui pourrait être un éventuel référendum de David Cameron. Il était censé effectivement annoncer vendredi dernier ses choix en matière européenne à La Haye, puis ça a été repoussé compte tenu des événements en Algérie. Je voudrais d'abord faire réagir Patrick Artus, parce qu'on vient de parler du cas de l'Allemagne avec ces élections évidemment qui vont être sans doute déterminantes. Est-ce que ça peut peser également sur l'orientation fédérale de l'Europe? Vous avez parlé, vous, d'un fédéralisme discret, Patrick Artus. On le voit aujourd'hui, deux projets face à face. Le projet effectivement allemand, après le traité budgétaire, le TSCG, la gestion de la crise et les outils de surveillance. Et puis éventuellement un projet alternatif. On sent notamment à la lecture de votre dernier ouvrage que c'est peut-être celui que vous appelez de vos voeux, celui de transferts fiscaux au sein de l'Europe. Est-ce que, d'après vous, les élections allemandes vont peser sur cette évolution? Non, je suis tout à fait de l'avis de François Hesbourg. Je crois que ce soit la CDU ou le SPD, il y a une vision institutionnelle assez claire en Allemagne. C'est celle que j'évoquais tout à l'heure. Et je pense que cette vision est en plus parfaitement acceptable. C'est-à-dire qu'on ne peut... Le fédéralisme, alors je ne sais pas comment il faut dire, insidieux, que je suggère, c'est quelque chose qui ne peut être que de toute petite taille, parce qu'il est vrai qu'on ne peut pas mettre en place des transferts importants entre les pays ou une mutualisation des risques importantes entre les pays avec les institutions présentes. Il y a une concentration évidente de l'attention en Allemagne sur ce que nous, économistes, on appelle les aléas de moralité. C'est-à-dire l'idée que si on va trop loin dans le soutien aux pays, les pays vont arrêter les processus d'ajustement de leur budget et de leurs économies. C'est quelque chose qui est totalement central dans la pensée de tous les Allemands, qu'ils soient socialistes ou de droite, qui est qu'il faut faire extrêmement attention à ne pas faire disparaître les incitations aux réformes et donc, tant qu'on n'a pas un autre moyen de forcer les réformes, c'est-à-dire une union politique avec un processus centralisé de décision, les soutiens ne peuvent être que de toute petite taille pour ne pas faire apparaître ces effets d'aléas de moralité. Et en réalité, je crois qu'il faut penser que les Allemands ont parfaitement raison. C'est-à-dire que si on rentrait en Europe dans des mécanismes de soutien de très grande taille, le chéquier de Draghi, whatever it takes, comme dit Draghi à Londres, je crois qu'il a d'ailleurs été assez mal interprété. Ceci n'existe pas. Il n'est pas possible aujourd'hui, politiquement, que la BCE achète des centaines de milliards d'euros de dette publique des pays du Sud dans une situation où les Allemands, les Finlandais, les Autrichiens diraient « mais vous créez un énorme aléa de moralité, vous allez faire disparaître toute incitation aux réformes économiques dans ces pays ». Donc la vision allemande est un peu de fédéralisme insidieux. Je ne sais pas comment François veut qu'on l'appelle, le fédéralisme de cachet, etc. Parce que ça ne pose pas trop de problèmes, donc que la BEI ait 10 milliards de capital en plus, on ne va pas se battre. Mais absolument pas d'avancer vers des transferts ou de la mutualisation importante, tant qu'on n'a pas la capacité de contrôler les aléas de moralité. Et comme il n'y a aucune confiance des Allemands en réalité dans les processus politiques dans les pays périphériques, la seule façon de faire, c'est une institution budgétaire centrale avec un pouvoir de contrôle des décisions de politique économique, ce qui évidemment mettra 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc c'est ça qui fait, je pense, que la crise reviendra au moment où on s'apercevra que ce n'est pas vrai qu'on a des mécanismes de soutien illimités. Il n'y a pas de whatever it takes. Alors d'ici là, l'union bancaire, elle, on l'espère, sera effective, en théorie d'ici 2014. Peut-elle être efficace, Kitschuk, quand on sait notamment que certaines institutions allemandes, les Sparkassen elles-mêmes, ne tombent pas sous le coup de la surveillance, comme d'ailleurs les Caras en Espagne? Efficace dans le sens d'avoir supervision, oui, dans le sens de pouvoir dire aux banques, vous ne pouvez pas avoir un bilan trop grand. Donc, éviter la dernière crise où il y avait trop d'empruntements, oui, ça on peut le faire. Éviter la crise de croissance en ayant plus d'endettement du secteur privé, plus d'investissement, ça prendra plus longtemps. C'est un peu ça le problème. On peut éviter la dernière crise, mais ce n'est pas la dernière crise qu'il faut éviter, c'est la prochaine. La prochaine, c'est une crise de manque d'investissement du secteur privé. Alors là, j'ai moins d'espoir. Union bancaire, pour moi, dans une Europe, l'Eurozone a besoin de se rapprocher. Et puis pour les Anglais, on va voir après, mais pour l'Eurozone, on a besoin que je puisse, je ne sais pas, acheter une maison en Espagne ou aller sortir des euros en Espagne ou en Autriche facilement, bouger mon argent, mettre en sorte que peut-être la Société Générale est vraiment une banque espagnole, française, allemande, autrichienne, et que je n'ai pas besoin d'avoir des comptes un peu partout. C'est ça l'union bancaire qui va compter pour quelque chose, pour donner de la croissance. Moi, j'ai beaucoup d'espoir que l'union bancaire en Europe puisse éviter
une crise du crédit de l'argent qu'on a vu en 2008, en large partie parce que franchement, le monde a tellement changé, on ne va pas faire ça, on ne va pas faire les hedge funds dans les banques maintenant pendant une génération. C'était peut-être rigolo pour certains, mais les gens qui l'ont fait, on ne leur donne plus le pouvoir de le faire. One final question to Robin Niblett. We talked about David Cameron and his project for Britain. What's going to happen with this European march towards more federalism, even if we talk about a discrete federalism? But where does that leave behind non-EMU member states and Britain? Do you think that Britain, in particular, will set stage for a referendum in the near future? Towards the exit, of course. A referendum towards the exit. Well, I think there is a very strong chance that the UK will have some type of referendum about its membership of the EU after the next elections, which are due in 2015. So we're not talking about anything before 2017, 16, somewhere around that kind of period. I think this is where we are going in the UK. Personally, I think there are deep problems with this strategy, but it's where we are. I should just say right at the beginning, I think this isn't where David Cameron thought he wanted to be. I think he thought he was going to be able to ignore Europe during his prime ministership. He had been told that there would be no more treaty change in Europe, after Lisbon. And he would be able to focus on what some people have called a neo-Elizabethan British foreign policy. Back to the empire, India, China, go global, and leave Europe as something, not to worry about. Unfortunately, the extent of the crisis has put at least talk of treaty change, and certainly people talk about federalism being more than just furtive and so on. And certainly in Britain, those who've always been highly Eurosceptic have seen a great opportunity to jump in and try to leverage David Cameron at a time when he is weak domestically because there isn't economic growth happening in the time frame that he had promised. He'll have to fight the next election without growth. Suddenly Europe becomes the thing to rally the conservative troops. The danger we have in the UK, the speech will be delivered apparently tomorrow, somewhere in the UK, in London. And I think what he will say is that because Europe is unifying and going down a more federal track, we wish everyone good luck. We will not be part of the euro. We want to remain in the EU. But because there will be this more federal core, we need to renegotiate our terms with that federal core. And without that renegotiation, the UK may be disadvantaged somehow in its future access to the single market, etc., etc. So you'll say, I want to remain part of Europe, and I want to go into a referendum arguing that the UK remain in Europe, but we need to sort of renegotiate our terms a little bit first. This is dangerous. It's dangerous, if there is not a move towards treaty change. And people say, you know what, we can do this deepening around the euro without giving you anything. And then suddenly he finds himself having to do a referendum after the election in which maybe the government has nothing to bring back to the British people for the referendum. And suddenly maybe the Conservatives are having to go on a campaign not to be part of the EU, which is not the plan. But as I said, referendums, as France knows this very well, can be very unpredictable things. And so he has certainly put a hostage to fortune. I would note finally, though, and let's just remember this, yes, the British are very Eurosceptic, sometimes in a healthy way, sometimes not in a healthy way. But I would not overestimate the desire of the British people to want to leave the EU. The polls are extremely unpredictable already, with a bit of a pushback by business leaders, some TV figures, some politicians. The polling has shifted literally in the last 2 to 3 weeks from polls that were saying 40+% wanted to leave, 32.3% wanted to stay. The latest polls by Comres and YouGov in the last week or two now have 42% saying they want to stay in EU, 34% saying if they had to vote, maybe they'd leave. If I had to put money on the table, if there were a referendum, the UK generally would want to be pragmatic and the people would want to stay in. Hold your bets. Okay, thank you very much, Robin Niblett. Merci à tous.